Vous êtes sur les ailes du Québec. Attachez vos ceintures. On décolle. Mesdames et messieurs, bonjour, mon nom est André Allard et je vous souhaite la bienvenue à ce 8e épisode des ailes du Québec. Aujourd'hui, le sujet du podcast, c'est Challenger 650, Gulfstream 400, le déclin du marché en déclin, pardon. Mais avant de passer au sujet du jour, une petite présentation ici pour un anniversaire à souligner. J'espère que vous avez aimé ma sélection musicale. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à trouver celle-là. Je cherchais quelque chose d'exagérément pompeux. Et oui, effectivement, les ailes du Québec a 5 ans. Ce fut une longue journée. Une longue journée. Oh, l'anglicisme. Ce fut un long chemin, mais très intéressant. J'adore ça parce que le site Les ailes du Québec me permet de faire des choses que normalement les AvGeeks ne peuvent pas faire, dont, entre autres choses, assister aux présentations spéciales, conférences de presse et avoir des entretiens avec les gens de l'industrie. Je vous rappelle, les ailes du Québec, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube ici en bas. Si vous aimez l'épisode, vous cliquez j'aime parce que ça nous aide dans notre référencement. Et pour les gens qui préfèrent l'audio seulement, le lien vers le podcast est dans les notes de l'épisode. Et en plus, aujourd'hui, dans les notes de l'épisode, il y a des diapositives ou des images que je vais utiliser parce que je vais présenter des graphiques. Alors, pour les gens qui sont en audio, vous allez pouvoir charger ou regarder les graphiques et je vais publier les liens là, dans l'ordre dans lequel j'utilise les graphiques. Alors allons-y, la semaine dernière, on a eu une surprise, pas vraiment une surprise, mais une annonce importante de la part de Gulfstream qui lançait le Gulfstream G400, qui est un avion à cabine large, comme on dit, ou wide body, euh, comme on l'utilise souvent en anglais, donc à large fuselage, qui est à peu près dans la catégorie du Challenger 650. Puis là, on nous a annoncé la catastrophe. Certains ont annoncé que ce serait la catastrophe pour le Challenger 650. Et j'ai décidé d'aller gratter un peu, d'aller voir un peu dans qu'est-ce qu'il y avait dans cette catégorie d'avions-là, puis comment le marché allait. Parce que des fois, entre dire ça va bien, ça va avoir du succès, et la réalité, il y a une grosse différence. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris les comparaisons de 2001 à 2019, Challenger 650 et Falcon 2000 de Dassault, parce que c'est à peu près les deux seuls avions dans cette catégorie de poids-là, de passagers et de distance franchigeable. C'était deux avions similaires. Et si vous regardez bien le graphique, donc en bleu, ce sont les ventes du Challenger série 600. En orange, on a le Falcon 2000. Et la ligne d'en haut, c'est le cumulatif des deux. Alors, premier constat qu'on fait, c'est que si vous remontez au dernier sommet de 2008 dans les livraisons, alors qu'on a atteint 72 livraisons en 2008, vous remarquerez qu'on est en déclin constant, sauf peut-être pour 2014 où il y a eu un petit soubresaut dans les livraisons. Notez également qu'à partir de 2015, ça devient difficile d'identifier le nombre de Falcon 2000 livrés parce que Dassault a commencé à ne plus séparer ses chiffres selon les types d'appareils. Habituellement, quand on fait ça, c'est parce qu'il y a un avion, il y a une gamme d'avions dans le groupe qui ne performe pas bien et on veut le cacher. Chez Bombardier, c'est depuis 2019 maintenant qu'on fait ça. Aussi, on ne sépare plus les ventes de Challenger série 600 et série 300. Et ce que j'ai donc dû faire de 2016, 2018, 19, j'ai été obligé d'interpréter
prêté un peu les livraisons de Falcon 2000, remarquez que l'avion n'est plus dans le carnet de commande, n'est plus sur le site d'Assaut Falcon Jet. Ils ont encore 7 avions en commande, mais c'est pour le gouvernement, c'est pour les militaires français. C'est ce qu'ils appellent l'Albatros, donc l'avion de patrouille Falcon Albatros. Il y a 7 exemplaires qui ont été commandés par l'aviation française. Donc, c'est le meilleur guess que j'ai en ce moment. On constate qu'effectivement, on est à moins de 50% du nombre de livraisons du sommet. Donc, il y a eu un lent déclin dans ce marché-là qui est évident. Et j'essayais de comprendre un petit peu, mais pourquoi le marché des grands avions d'affaires, on parle pas à large cabine, mais pas de long rayon d'action, donc dans ce marché-là. Pourquoi il y a un déclin sur ce marché-là, alors que dans le fond, quand on regarde, le marché des avions d'affaires, ce qu'on appelle quand on tombe dans la catégorie des Challengers, donc les Challenger 350, excusez, je suis en train de changer j'ai la misère avec. Donc, dans la catégorie du Challenger 300-350, j'ai été voir aussi quel était l'historique des livraisons. Et là, on remarque que c'est un marché relativement stable qui a, depuis 2014, a dépassé le 100 livraisons annuelles à 2 reprises, donc 2019 a été une bonne année aussi. Donc, c'est pas un marché en déclin autant que le Challenger Série 600 ou les grands avions d'affaires, les grandes cabines. Puis quand on regarde attentivement, on se rend compte que 2019, là, rendu en 2019, Embraer avait retapé le Legacy 600 qui est devenu le Predator. Quel nom horrible. Après ça, il y a Cessna Longitude qui est arrivé sur le marché. C'est sur le graphique, donc c'est la petite barre grise qui apparaît sur le graphique. Et vous avez le J280 en jaune, puis finalement le Challenger 350 en bleu. On remarque que les ventes de Challenger 350 ont légèrement ralenti dans ces années-là. Et ça explique probablement la décision de Bombardier d'aller de l'avant avec le Challenger 3500. Donc, il fallait retaper l'avion un peu, lui redonner un certain dynamisme aux ventes. Fait à remarquer, le seul fabricant dans cette catégorie-là qui n'a pas renouvelé son avion, c'est Gulfstream. Est-ce que Gulfstream a vu quelque chose que les autres fabricants n'ont pas vu en optant plutôt pour le G400 versus le G280, ou remotoriser ou renouveler le G280? C'est là la question qu'il faut se poser. Maintenant, je me suis amusé, après avoir fait ça, j'ai pris les deux graphiques. Puis si vous remarquez, je les ai mis un par-dessus l'autre, voir qu'est-ce que ça donnait. Est-ce qu'effectivement, il y a une évolution? Et après avoir regardé ces deux graphiques-là, ben là, je suis allé en faire un. Seulement le total des ventes. Donc, cabine large ou grande cabine en bleu, c'est la courbe en bleu. Puis intermédiaire, c'est la ligne en orange. Et là, on voit très bien qu'on est dans deux marchés qui évoluent différemment en ce moment. Et là, on commence à avoir un début d'explication pourquoi Bombardier est peut-être hésitante à aller dans ce marché-là, réinvestir dans ce marché-là. Parce qu'écoutez, avec un total d'à peine une trentaine de livraisons par année, si vous avez de la compétition, ben, vous êtes à 15-20 avions par année, maximum, peut-être moins, peut-être en bas de 10. Donc, est-ce que l'investissement vaut la peine? Alors ça, c'est la chose, comme je disais, ben, Gulfstream a vu quelque chose là, a pris une décision. Est-ce que ça sera la bonne? On verra. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que au cours des dernières années, le marché de l'aviation d'affaires a beaucoup évolué. À partir de 2016-2018, la vente de jet card, l'avion d'affaires à la carte, traduction boiteuse en français, mais le jet card service, donc l'aviation d'affaires à la carte, c'est que vous achetez un bloc de 25 ou 50 heures sur un type d'avion, vous versez un dépôt,
Et après ça, vous avez, selon les compagnies et les options, soit 1 an ou 2 ans pour utiliser vos heures de vol. Lorsque vous décidez d'utiliser un avion d'affaires en vertu de ce système-là, ben, vous appelez le fournisseur et là, ils vont vous garantir un avion dans les 12 ou 15 heures suivant l'appel ou la demande. Donc, vous avez moins de 20, généralement, vous devez aviser généralement moins de 24 heures à l'avance chez la plupart des fournisseurs de services. C'est un service qui évolue beaucoup. Aux États-Unis, c'est un service qui a beaucoup évolué, qui s'est accéléré beaucoup dans les dernières années. Et comme c'est souvent le cas avec les grandes perturbations comme la COVID-19, ça a été un accélérateur de tendance, c'est-à-dire que la tendance à acheter des avions d'affaires en jet card a augmenté. Donc, le nombre d'heures d'utilisation des avions d'affaires augmente avec ce système-là. Qui fournit des avions à la carte? Bien, évidemment, vous avez les grands comme NetJet et tout ça qui, à un moment donné, se sont rendus compte que juste vendre une fraction d'avion, c'était encore trop dispendieux, c'était un trop gros engagement pour certains. Donc, ils sont allés avec le Jet Card et ça a permis d'augmenter le taux d'utilisation des appareils chez NetJet. Vous avez les compagnies comme au Canada, la plus connue, c'est Sky Service, mais vous avez aussi Starlink à Dorval. Donc, ces compagnies-là ont en gestion des appareils. C'est-à-dire que la compagnie de blocs de béton X ou la compagnie de chaussures Y, ils ont un avion pour déplacer les cadres des exécutifs. L'avion, elle est sous la charte d'exploitation soit de Sky Service ou de Starlink. Donc, le FBO qui fournit le service va fournir les pilotes, l'entretien, le hangar, va s'occuper des mécaniciens. Donc, elle s'occupe de tous ces aspects-là, puis elle envoie une facture mensuelle au propriétaire de l'avion. Ça évite que les gens de la compagnie qui n'est pas du domaine aérien, aient à se monter, un département spécifique avec du personnel pour gérer l'avion. Parce que si vous ne connaissez pas ça, l'aviation, obtenir le certificat d'exploitation, entretenir l'avion, les pilotes, les congés, les limitations, les plans de vol, ça va vous coûter, ça peut rapidement devenir hors de contrôle comme coût. Donc, en allant avec ce système-là, ça réduit les coûts d'opération pour les propriétaires. Et ce qui est apparu avec le service à la carte, c'est que les compagnies, les FBO, ont commencé à dire aux propriétaires d'avion, ben écoute, si tu mets ton avion, si tu nous annonces des blocs de disponibilité dans le mois ou dans la prochaine année, on va regarder ensemble quel moment tu peux rendre ton avion disponible. Lorsque ton avion est disponible, on va l'offrir en enlisement. Et là, ben, ça peut être à la carte ou juste simplement, ben, telle date, j'ai du non-lisement disponible sur un avion basé à Montréal qui est intéressé, qui a besoin. Donc, pour les voyageurs d'affaires qui ne veulent pas s'engager dans l'achat d'un avion, c'est une formule intéressante. Et là, ben, ce qui est arrivé, comme cette formule-là a commencé à se développer, mais là, les FBO aux États-Unis ont commencé à acheter leurs propres avions pour offrir uniquement à la carte. En plus des avions qui étaient sous gestion, parce que surtout, il y a les dernières années, il y avait des bons prix, il y avait des bonnes occasions d'affaires dans l'usager. Donc, on est allé, les FBO, les gestionnaires de flotte sont allés sur ce marché-là. Il faut rappeler aussi que 5% du marché aussi dans l'aviation d'affaires vient des États-Unis. Donc, ce qui se passe aux États-Unis, c'est déterminant. Donc, plus les gestionnaires de flotte ont des critères beaucoup plus rationnels quand il s'agit de choisir un avion. Évidemment, vous voulez un avion qui est fiable parce que vous allez le louer souvent et régulièrement, donc vous ne voulez pas qu'il vous flanche des mains à tout bout de champ parce que de faire venir, si vous avez fait un trajet Montréal-Winnipeg pour un client, puis qu'à Winnipeg, l'avion tombe en panne, ça va vous coûter cher à sortir votre client de Winnipeg. Vous êtes obligé de modéliser un avion. Et encore là, Winnipeg, c'est pas si pire. Quand vous êtes à Gaspé ou les îles de la Madeleine ou à Sept-Îles, il n'y a plus personne sur place qui va être capable de vous fournir un jet de remplacement. Là, vous allez être obligé d'en faire venir un. Et là, les frais vont augmenter. Donc, c'est important, la disponibilité de l'avion, la fiabilité. Et ben, ça prend des gens à vous les entretenir, ça prend des gens certifiés. Vous remarquerez que Bombardier a commencé à investir dans le service après-vente, pas en 2020. C'est fin 2018-2019 que les investissements chez Bombardier ont commencé
dans le service après-vente, justement parce qu'on voyait venir la tendance, l'augmentation d'utilisation des avions. Donc, ça prend des équipes d'entretien disponibles rapidement partout. Ça a été plus long à développer dans l'aviation d'affaires si on compare à l'aviation commerciale ou les avions de ligne, pour la bonne et simple raison que les volumes d'avions, le nombre de vols, ça se compare même pas. On est encore à des années-lumière dans l'aviation d'affaires d'avoir des volumes de vols, d'heures volées, puis de passagers transportés par rapport à l'aviation, les lignes aériennes. Donc, ça a pris du temps, ça a un petit peu retardé, mais on voit que la tendance s'accélère. Donc, si vous êtes un gestionnaire, que vous devez offrir des services à la carte, ben là, la question, c'est qu'est-ce que je vais choisir comme avion? Dans le cas des intermédiaires, la catégorie, on parle de Legacy, Praetor 600, pardon, le Cessna Longitude, Jake de 80, le Challenger 350-3500 est un petit peu au-dessus de la catégorie, c'est-à-dire qu'on le considère comme un super intermédiaire, parce que le Challenger 350, entre autres choses, la cabine, le fuselage, le diamètre du fuselage est un pied plus petit que celui du Challenger 650, mais à cause de l'aménagement à l'intérieur, lorsque vous marchez dedans, la hauteur libre est seulement 2 pouces de moins que sur le Challenger 650. Alors vous voyez, c'est un avion plus petit. Ensuite, avion plus petit, plus léger, de 8000 livres sur la masse maximum au décollage. Donc, plus, plus rentable à opérer pour les gestionnaires de flotte. Et là, ça devient un facteur de décision dans le choix d'un avion. Est-ce que je prends un 650 ou un 350 pour faire du nolisement? Parce que pour le client qui voyage en avion et qui voit pratiquement pas, qui ne connaît pas les différents types d'avions, quand on lui propose la cabine, si on le fait rentrer dans la cabine d'un 350 puis dans la cabine d'un 650, ben il va dire si le 350 est moins cher, je vais le prendre. T'sais. Il y en a pour qui c'est un facteur de décision. Donc, à ce moment-là, les intermédiaires et le super intermédiaire deviennent des options intéressantes. À 3200, 3400 1000 nautiques de distance franchissable, en sol américain, vous êtes capable de faire à peu près tous les vols continentaux que vous voulez, sauf si vous êtes sur la côte est américaine et vous voulez aller en Alaska, dans la partie extrême ouest de l'Alaska, là, vous ne serez pas capable de faire le vol en intermédiaire. Mais, écoutez, c'est vraiment une petite portion du marché, les vols de New York, Miami vers l'Alaska. Là, on s'entend que c'est pas ça c'est pas là qu'est le marché. Le marché, c'est quoi aux États-Unis, les vols intérieurs? Les villes, c'est Los Angeles, Dallas, Chicago, Miami, New York. Ce sont les 5 grandes villes au niveau des affaires. Et là, vous devez rajouter les destinations villégiatures. Donc, la Floride revient dans le portrait. On ajoute le Colorado. Vail, entre autres, est une destination très populaire. Puis le Nevada, puis certaines régions de la Californie aussi, ce sont des régions des régions de villégiature où il y a beaucoup de voyagements d'avions d'affaires. Donc, avec un Challenger 350, vous êtes capable de couvrir au niveau continental. On s'entend au niveau continental, on est capable de couvrir tout ce que va faire le Challenger 650 ou le G400, mais à moindre coût. Et là, ça m'amène la question, parce que si on compare, par exemple, vous avez le Challenger 350 à 40 000 livres, le 650 à 48 000 livres, et le G400, lui, est à 69 000 livres. Donc, il est 20 000 livres de plus que le Challenger série 600 et presque 30 000 livres de plus que le 350. Donc, ça va être un avion beaucoup plus dispendieux à opérer. Tant que vous faites un vol de temps à autre avec un avion d'affaires, la consommation de carburant, le poids, c'est pas un gros problème. Parce que vous l'utilisez. Vos frais fixes sont souvent plus élevés, c'est-à-dire d'avoir un équipage à temps plein, d'avoir du hangar à temps plein, d'avoir un mécanicien. Ces choses-là vont souvent vous rattraper quand vous n'utilisez pas un avion régulièrement. Mais à partir du moment où vous commencez à voler régulièrement, tous les jours où c'est possible, dans le cas des opérateurs de flotte comme
NetJet, FlexJet ou VistaJet, ben là, la consommation de carburant, ça devient important. La fiabilité, c'est une priorité. Et le poids aussi, parce qu'oubliez pas que les frais d'atterrissage, les frais aéroportuaires, sont toujours calculés en fonction de la masse maximale, pas molle, maximale de l'avion au décollage. Et c'est ça, et non pas en fonction du poids réel au moment de l'atterrissage. Alors que vous soyez deux personnes à bord de l'avion, qu'il vous reste 1 heure et demie de carburant à bord, ou que vous soyez 6, puis qu'il reste encore 4 heures de carburant à bord de l'avion, donc un point important, vous allez être facturé le même montant pour les droits d'atterrissage. Donc, les opérateurs de flotte, eux, là, ça devient un facteur de décision, ça. Je vais 2 fois, 3 fois par jour, je vais payer plus cher en droit d'atterrissage avec un Challenger 600 ou éventuellement un Global 400. Donc, est-ce que je serais pas mieux de rester avec des Challenger série 300 ou des Predator C6 que j'ai, ou du Cessna Longitude, ou du G280, dépendant de ce qu'on a déjà dans la flotte. Alors, ce que les tableaux que je vous ai présentés plus tôt semblent indiquer, c'est qu'effectivement, le marché s'en va vers l'utilisation de l'intermédiaire et super intermédiaire sur le marché intérieur. Et après ça, sur le marché international, transatlantique et transpacifique, ben là, on va plutôt choisir quelque chose comme Global 5005, et dans cette catégorie d'avions-là, pour la bonne et simple raison que le Challenger à 4000 milles nautiques, il est pas très. Il est juste pour le Transpacifique. Il manque un petit peu de distance pour le Transpacifique, donc pour être correct, ce que le Global 5005 et les autres avions de la même catégorie sont capables de faire, c'est qu'ils peuvent faire du transatlantique et du transpacifique aux États-Unis. Donc, ça devient un facteur déterminant dans les décisions des acheteurs. Il y a toujours aussi les particuliers qui achètent des avions, qui eux vont plutôt chercher le meilleur avion possible selon leurs moyens. Ils vont avoir des préférences, mais il y a aussi un phénomène étrange dans la catégorie du Challenger 350, 3500. Il y a des acheteurs qui achètent des Challenger 350, ils ne le gardent que 5 ans, c'est-à-dire c'est la durée de vie de la garantie de l'avion. Au bout de 5 ans, ils revendent puis ils rachètent un nouveau. Ces gens-là vont prendre en considération, bien sûr, la valeur de revente de l'avion. Et en ce moment, le Challenger 350 usagé, si c'est pas l'avion qui offre meilleure valeur de revente après 5 ans, c'est dans le top pas mal. Je peux vous dire, c'est dans les 3 premiers. Donc ça devient un facteur déterminant parce que pour eux, à chaque fois, quand ils rachètent un nouvel avion, ben, ce que ça leur coûte, c'est la différence entre le prix de vente et le prix de vente de l'usager puis du neuf. Donc pour eux, c'est important. L'autre facteur important, c'est maintenant qui apparaît, dans le but de réduire les coûts d'opération, ces gens-là maintenant aussi offrent leur avion à la carte, au FBO, où l'avion est parqué, où l'avion est dans le gare, ou prennent des ententes avec des compagnies et peuvent ouvrir l'avion à la carte afin de réduire eux-mêmes leurs coûts de propriété. Et là, ben, le 350, comme il peut faire à peu près n'importe quoi aux États-Unis, qu'il se loue, oui, à l'heure plus cher qu'un Legacy, qu'un Phenom, pardon, 300, ou qu'un Learjet 75, ou de certains Cessna Citation, oui, il se loue, mais le prix de location est plus élevé. Mais la cabine est plus large, l'avion est plus confortable, puis elle va plus loin, elle offre plus de polyvalence. Donc, tout d'un coup, ben, peut-être que je vais opter. Non, je n'irai pas pour un Challenger 650 ou un G400. Je vais prendre Challenger 3500 que je vais pouvoir louer de temps à autre, donc réduire mes frais fixes, et que je vais pouvoir revendre à bon prix aussi dans 5 ans quand je vais vouloir changer. Et ne sous-estimez pas la force de ce marché-là, parce que si vous êtes 2% des acheteurs par année, à 3% ou 4% des acheteurs seulement à acheter des avions tous les 5 ans, ben, le fait, dans votre cas, vous achetez un avion, au bout de 5 ans, vous le remplacez. Donc, sur une période de 20 ans, vous allez acheter 4 avions. Alors qu'un acheteur individuel qui achète un Challenger pour lui puis qui veut le garder à vie, il va le garder 20 ans son avion. Alors 4%, mais en réalité, l'effet de levier de ces 4% du marché annuel, mais l'effet de levier de ces gens-là est important parce que sur une période de 20 ans, ils achètent 4 fois plus d'avions que les
particuliers normaux. Donc, il commence à devenir un facteur influent et surtout, ces gens-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient régulièrement des avions usagés sur le marché. Et là, ça permet aussi à l'avionneur que le marché de ces gens-là de contrôler aussi le marché des avions disponibles le marché des avions usagés, pardon, et d'avoir un meilleur contrôle sur le marché de l'usager et d'avoir une plus grande base, une plus large base d'avions usagés ou d'avions disponibles, donc plus grand nombre de mécaniciens, plus d'endroits d'entretien, plus de possibilités de vendre du service après-vente. Alors, mon avis à moi, c'est que Bombardier ne veut pas réinvestir pour le moment dans le Challenger Série 600 parce qu'il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché pour ça. Puis il n'y a aucune preuve que ce marché-là va reprendre. Ah, ça se peut très bien que Gulfstream décroche une commande de 50, 100 appareils de G400, mais j'en serais fort. Écoutez, on va voir. L'année qui s'en vient va être déterminante aussi pour ce programme d'avion-là, mais je pense que Gulfstream a pris un pari audacieux par rapport aux autres constructeurs et j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Peut-être aussi que chez Gulfstream, on s'est dit, ben, on ne veut plus investir dans les petits avions d'affaires, on veut vraiment juste rester dans les grands avions d'affaires à grand rayon d'action parce qu'on trouve qu'il n'y a pas assez de marge bénéficiaire ou on veut se concentrer sur des meilleurs profits. C'est peut-être ça la décision aussi. Ça se peut très bien que ce soit ça. Chez Bombardier, comme on est uniquement un fabricant d'avions d'affaires, on n'a pas le luxe de choisir quelques marchés ou quelques segments. Il faut aller le plus large possible. Donc, maintenir le 280, le 350, c'est une bonne idée, mais éventuellement, il va falloir trouver une solution à l'absence du 650 si le marché reprend. Le marché ne reprend pas dans cette catégorie-là, oubliez ça. On continue avec le Global puis le Challenger 350. Bombardier a décidé de se retirer de la catégorie des avions d'affaires légers, genre Phenom, Cessna Citation et autres appareils, Honda Jet et toutes ces petites affaires-là, parce qu'il y a très peu de marge bénéficiaire, ça demande beaucoup d'investissement, puis finalement, au bout du compte, ça mobilise du capital, ça vous empêche d'investir ailleurs, puis les rendements ne sont pas là. Donc, c'est pour ça que Bombardier s'est retiré de ce marché-là. Puis là, ben, ce qui va être intéressant de voir, c'est quelle décision la compagnie va prendre avec le marché des avions en grande cabine de la taille du 650. Je commence à être sceptique, moi, qu'il va y avoir un jour un remplaçant du Challenger 650. Alors, sur ça, je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous êtes rendu jusqu'au bout, c'est encore mieux. Ça veut dire que vous avez aimé et que vous devriez cliquer j'aime la vidéo. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine.